Appelez-moi Ismaël. Il y a quelques années, combien peu importe, n'ayant plus ou presque d'argent en poche et rien pour me retenir à terre, l'idée me vint de naviguer un peu et de visiter les étendues aquatiques de ce monde. Quant à dire pourquoi, après avoir maintes reprises humé l'air de la mer dans la marine marchande, je me mis en tête d'embarquer pour une campagne de pêche à la baleine, cela, l'invisible agent des parcs qui exerce sur moi sa surveillance constante, me suit secrètement et inexplicablement m'influence, lui seul pourra le dire et mieux que quiconque. Mais aujourd'hui que m'en reviennent toutes les circonstances, je crois pouvoir comprendre un peu les causes et les motifs qui, subtilement présentés à moi sous divers masques, me poussèrent à jouer mon rôle dans cette pièce. Le premier de ces motifs fut l'idée écrasante de la grande baleine elle-même. Un monstre aussi prodigieux et mystérieux éveillait toute ma curiosité. Et puis les lointaines mers démontées, où il roule l'île massive de son corps, et les périls indicibles sans nom que fait courir la baleine, tout cela contribua à gouverner mon désir. J'adore naviguer sur des mers interdites et aborder sur des côtes barbares. Pour toutes ces raisons, donc, cette campagne baleinière était la bienvenue. Je fourrai une ou deux chemises dans mon vieux sac de toile, le flanquai sous mon bras et me mis en route direction le Cap Horn et le Pacifique. Ayant quitté ce bon vieux Manhattan, j'arrivai sans encombre à New Bedford. C'était un samedi soir de décembre. Grande fut ma déception quand j'appris que le petit bateau pour Nantucket avait déjà mis les voiles et qu'il n'y aurait aucun moyen de rallier l'endroit avant le lundi suivant. J'étais bien décidé à ne prendre la mer que sur un baleinier de Nantucket, car il y avait dans tout ce qui touchait à cette fameuse île une dimension de beauté tumultueuse qui me séduisait étrangement. C'était là qu'avait été amenée à terre la première baleine américaine. Et d'où, sinon de Nantucket, ces premiers chasseurs baleiniers aborigènes, les peaux-rouges, étaient-ils partis en pirogue donner la chasse au Léviathan ? Ayant dorénavant devant moi une nuit, un jour et encore une nuit à passer à New Bedford, avant de pouvoir gagner mon port d'embarquement, j'arpentais les rues d'un pas hésitant. D'instinct, je suivais celles qui m'emmenaient vers l'eau, car là devaient sans aucun doute se trouver les auberges les moins chères, sinon les plus gaies. Je finis par arriver non loin des docks, dans une sorte de vague lumière, et entendis un grincement lugubre. Levant les yeux, je vis se balancer au-dessus de la porte une enseigne sur laquelle était peint en blanc, à peine visible, un haut jet vertical embrumé d'écume, et dessous ces mots « Au souffle de la baleine, chez Pierre du Cercueil ». Cercueil, baleine, voilà un rapprochement qui n'augure rien de bon, pensai-je. Grattons la glace de nos semelles gelées et entrons voir quel genre d'endroit peut bien être ce souffle de la baleine. En pénétrant dans cette auberge à pignon, on se retrouvait dans une large entrée, basse et tordue, dont les lambris anciens rappelaient le bastingage de quelques vieux navires réformés. D'un côté était accrochée une immense peinture à l'huile, mais tellement enfumée et abîmée que seule une étude zélée, des visites renouvelées et une enquête minutieuse auprès du voisinage permettaient d'arriver tant soit peu à comprendre ce qu'elle représentait, à savoir un cap-ornier pris dans un violent orage. Le navire est à demi englouti, seuls ses trois mâts brisés sont encore visibles, et une baleine exaspérée voulant bondir par-dessus le vaisseau est en train d'empaler sa masse énorme sur les trois têtes de mât. Le mur du fond était partout couvert d'une barbare panoplie de massues et de lances monstrueuses. Certaines étaient serties d'une épaisse rangée de dents étincelantes, pareilles à des scies d'ivoire. D'autres se hérissaient de touffes de cheveux humains. Il y en avait une en forme de fossile, avec un long manche courbe évoquant le dessin tracé dans l'herbe fraîche par la grande lame de la faux. On frémissait en la regardant, on se demandait quel monstrueux sauvage cannibale avait jamais pu faire sa moisson de mort avec un outil aussi horrible et tranchant. Et au milieu de tout cela se trouvaient des lances et des harpons à baleines rouillées, tous cassés et tordus. Après cette entrée obscure, on arrivait dans la salle commune. Une pièce plus obscure encore, avec de lourdes poutres si basses au-dessus et un vieux plancher si ridé en dessous qu'on se serait presque cru dans l'infirmerie de quelque ancien navire, surtout par une nuit de tempête hurlante comme celle-là. Saillant dans l'angle le plus reculé de la pièce, un antre sombre, le bar, grossière ébauche d'une tête de baleine franche sous l'arc énorme d'un os de mâchoire de baleine, si large qu'on aurait quasiment pu y faire passer une diligence.
À l'intérieur, des étagères miteuses supportaient vieilles carafes, bouteilles et flacons, et dans cette gueule, promesse de destruction rapide, tel un autre maudit Jonas, c'était d'ailleurs ainsi qu'on l'appelait, s'affairait un petit vieillard ratatiné qui, contre leur argent, vendait chers aux marins le délirium et la mort. En pénétrant dans la pièce, je vis quelques jeunes matelots réunis autour d'une table, qui examinaient sous une faible lumière divers modèles de gravures sur ivoire. J'allai trouver le patron, lui dis que je désirais une chambre, et m'entendit répondre que la maison affichait complet, plus un seul lit disponible. « Mais bouge pas, ajouta-t-il en se frappant le front. T'aurais rien contre le fait de partager la couvrante d'un harponneur, pas vrai ? Je suppose que tu pars pêcher la baleine, alors autant t'habituer à ce genre de choses. » Je lui dis que je n'avais jamais aimé dormir à deux, et que si un jour j'y étais contraint, tout dépendrait de qui serait le harponneur. Maintenant, si lui, le patron, n'avait vraiment rien d'autre pour moi, et si le harponneur n'était pas franchement antipathique, eh bien, plutôt que de continuer à errer dans une ville étrangère par cette nuit glaciale, je m'accommoderais de la moitié de couverture de n'importe quel brave homme. C'est bien ce que je pensais. Puis nous fûmes 4 ou 5, sommés d'aller prendre leur repas dans une pièce voisine. On s'y serait cru en Islande. Pas le moindre feu. C'était au-dessus de ses moyens, disait le patron. Rien que 2 chandelles lamentables, chacune dans son linceul de suif. La nourriture, en revanche, était des plus substantielles, non seulement de la viande et des pommes de terre, mais aussi des beignets. Un jeune gars en vareuse verte s'attaquait à ces beignets d'une manière extrêmement menaçante. « Patron, murmurai-je, ce n'est pas lui le harponneur, dites-moi. »« Oh non, fit-il avec un air de drôlerie diabolique, le harponneur est un basané. Il mange jamais de beignets, non, il mange que des steaks, et il les aime saignants. »« Diable ! Où est-il, ce harponneur ? Est-il ici ? » ?»« Il va pas tarder. » C'était plus fort que moi. Ce harponneur basané commençait à m'inspirer une certaine méfiance. Nul homme n'aime dormir à 2 dans un lit. En fait, vous seriez très heureux de ne pas dormir même avec votre propre frère. Je ne sais pas pourquoi, mais on aime être seul pour dormir. Et quand il s'agit de dormir avec un inconnu, dans une auberge inconnue, dans une ville inconnue, et que cet inconnu est un harponneur, alors vos objections se multiplient à l'infini. Plus je pensais à ce harponneur, plus j'abominais l'idée de dormir avec lui. On avait tout lieu de supposer que, étant harponneur, son linge ou ses tricots ne seraient pas des plus nets, et sûrement pas des plus délicats. Je me mis à me gratter de partout. En plus, il se faisait tard. « Patron, dis-je, quelle sorte de gars est-ce donc ? Rentre-t-il toujours à des heures pareilles ?» Il n'était pas loin de minuit. « Non, en général, c'est un lève-tôt. Tôt couché, tôt levé. Mais ce soir, il est sorti faire du porte-à-porte, vois-tu, et je sais pas ce qui peut bien le retenir si tard, à moins peut-être qu'il n'ait pas réussi à vendre sa tête. »« Pas réussi à vendre sa tête ? Qu'est-ce que vous me chantez là, fis-je, entrant dans une colère noire ? Tout doux. Le harponneur dont je te cause arrive juste des mers du Sud, où il a acheté un lot de têtes momifiées de Nouvelle-Zélande, des curiosités, tu sais. Il les a toutes vendues sauf une, et celle-là il essaie de la vendre ce soir, parce que demain c'est dimanche et que ça se fait pas de vendre des têtes humaines dans les rues quand le monde va à l'église. » Ce récit dissipa un mystère inexplicable autrement, et me montra qu'en définitive le patron n'avait pas eu l'intention de se moquer de moi. En même temps, que penser d'un harponneur qui passe la nuit du samedi et jusqu'à l'aube du saint dimanche à ce commerce cannibale consistant à vendre les têtes de défunts idolâtres ? Soyez-en sûr, patron, ce harponneur est un homme dangereux. Il paie réglo, me fut-il répliqué. Allons, il se fait très tard, tu verras pas ce harponneur cette nuit. L'a dû jeter l'ancre quelque part. Allons, viens. Mais viens donc. Je réfléchis un instant à la question, puis le suivis à l'étage, où je fus introduit dans une petite chambre froide comme une palourde et meublée pour sûr d'un lit extraordinaire, presque assez vaste en fait, pour loger 4 harponneurs dormant de front. Voilà, dit le patron, en posant sa chandelle sur une vieille malle cabine branlante qui remplissait le double office de table de toilette et de table de milieu. Là, installe-toi confortablement maintenant, et bonne nuit à toi. Quittant le lit des yeux, je me retournai, mais il avait disparu. Sans plus de cérémonie, je sautai hors de mes bottes et de mon pantalon, et, soufflant la chandelle, me jetai sur le matelas.
Était-il garni d'épis de maïs ou de vaisselle cassée? L'histoire ne le dit pas. Toujours est-il que je me tournais et retournais un long moment sans pouvoir m'endormir. Je glissai enfin dans un léger assoupissement et allai apparier pour le pays des songes lorsque j'entendis un pas lourd dans le couloir et vis une lueur filtrer sous la porte. « Dieu me garde, me dis-je, ce doit être le harponneur, l'infernal revendeur de têtes. » Cependant, je demeurai parfaitement immobile, bien résolu à ne pas souffler mot le premier. Une chandelle dans une main, dans l'autre, la fameuse tête de Nouvelle-Zélande, l'inconnu pénétra dans la chambre et, sans un regard vers le lit, posa sa bougie à bonne distance de moi, sur le sol, dans un coin, puis entreprit de dénouer les cordons d'un grand sac. Je mourais d'impatience de voir son visage, mais il resta détourné tout le temps qu'il s'employait à délacer le sac. Cela fait, il se retourna pourtant, et alors, Seigneur, quel spectacle! Une figure pareille, d'une couleur jaune, tirant sur le violet sombre, et marquée çà et là de carrés noirâtres. Je me rappelai alors l'histoire d'un blanc, un baleinier lui aussi, qui, tombé aux mains de cannibales, avait été tatoué par eux. J'en conclus que ce harponneur, au cours de ses lointains voyages, avait dû connaître pareille aventure. Après tout, qu'importe, me dis-je, ce n'est pas son apparence, on peut être honnête homme dans n'importe quelle peau. Pendant que toutes ces idées me traversaient à la vitesse de l'éclair, à aucun moment le harponneur ne me remarqua. Après avoir eu un peu de mal à ouvrir son sac, il se mit à fouiller à l'intérieur et en sortit bientôt une sorte de tomahawk, ainsi qu'une besace en peau de phoque avec les poils dessus. Il les posa sur la vieille malle au milieu de la chambre, puis prit la tête de Nouvelle-Zélande, objet assez épouvantable, et la fourra dans le sac. Maintenant, il ôtait son chapeau, un chapeau de castor tout neuf, et là, je faillis pousser un cri de surprise. Il n'avait pas un cheveu sur le crâne, rien du moins qui méritât ce nom, rien, sinon un petit nœud entortillé sur le front. Son crâne chauve et violacé ressemblait à présent en tout point à une tête de mort piquée de moisissure. S'il ne s'était pas trouvé entre moi et la porte, je me serais engouffré dehors plus vite que je n'ai jamais engouffré un bon dîner. En attendant, l'inconnu continuait de se déshabiller, révélant enfin son torse et ses bras. Je le jure sur ma vie, les parties couvertes de son corps portaient les mêmes carreaux que sa figure, et son dos aussi avait partout les mêmes cases noires. Ses jambes même étaient marquées, on aurait dit une légion de grenouilles vert foncé se ruant à l'assaut de troncs de jeunes palmiers. La chose était claire à présent. Il devait s'agir de quelque abominable sauvage embarqué sur un baleinier dans les mers du Sud et débarqué tel quel sur cette terre chrétienne. Je tremblais à cette idée. Un revendeur de têtes, en plus, peut-être celle de ses frères même, il pouvait s'enticher de la mienne, Seigneur. Mais regardez-moi ce tomahawk. Cependant, l'heure n'était pas aux frissons, car à présent le sauvage se livrait à une occupation qui captiva totalement mon attention et me persuada qu'il devait bien être un païen. Se dirigeant vers son lourd paletot, qu'il avait auparavant accroché au dossier d'une chaise, il en fouilla les poches et finit par en sortir une curieuse et difforme petite figurine, avec une bosse sur le dos et de la même couleur exactement qu'un bébé congolais de 3 jours. En repensant à la tête momifiée, je crus presque au début que cet homoncule noir était un vrai bébé, conservé par quelque procédé similaire. Mais je vis qu'il n'avait aucune souplesse et brillait comme de l'ébène poli, et conclus qu'il devait juste s'agir d'une idole de bois, ce qui se révéla exact. Car le sauvage se dirigea vers l'âtre vide de la cheminée et, ôtant l'écran de papier, installa sa petite figurine bossue entre les chenets, comme une quille. Il commença par prendre une double poignée de copeaux dans la poche de son paletot et les disposa avec soin devant l'idole. Puis, posant par-dessus un morceau de biscuit de mer, il approcha la flamme de la chandelle et alluma les copeaux pour une flambée sacrificielle. Bientôt, après avoir plusieurs fois plongé brusquement ses doigts dans le feu et les en avoir ôtés plus brusquement encore, il parvint enfin à retirer le biscuit, puis, soufflant par-dessus pour en chasser quelque peu la chaleur et les cendres, en fit une offrande polie au petit nègre. Mais le petit diable ne semblait pas du tout apprécier une nourriture aussi sèche. Jamais il ne desserra les lèvres.
Toutes ces bizarres singeries s'accompagnaient de sons gutturaux encore plus bizarres émis par l'adepte, lequel semblait prier en psalmodiant ou psalmodier quelques chansons païennes tout en se tordant le visage d'une manière absolument contre nature. Enfin, après avoir éteint le feu, il ramassa l'idole sans cérémonie aucune et la remballa dans la poche de son paletot avec autant de désinvolture qu'un chasseur fourrant une bécasse dans sa gibecière. Puis, attrapant son tomahawk sur la table, il en examina un moment la tête, l'approcha de la flamme et, appliquant sa bouche sur le manche, souffla un gros nuage de fumée. L'instant d'après, la lumière était éteinte et ce sauvage cannibale, le tomahawk entre les dents, sautait dans le lit à mes côtés. Je poussai un cri. Cette fois, je ne pus m'en empêcher. Alors, avec un grognement soudain et étonné, il entreprit de me palper. Balbutiant quelque chose, sans savoir quoi, je roulai contre le mur, hors de son atteinte, puis le conjurai de se tenir tranquille et de me laisser me lever pour allumer la lumière. Mais ses réponses gutturales m'indiquèrent aussitôt qu'il saisissait mal le sens de mes paroles. « Diable, qui toi être ?» dit-il enfin. « Si toi pas parler, crénon, moi tuer toi. » Sur ces mots, le tomahawk allumé se mit à faire des moulinets dans le noir autour de ma tête. « Patron, pour l'amour du ciel, Pierre du Cercueil, hurlai-je. Patron, à moi. Toi parler, toi dire qui toi être, ou crénon, moi tuer toi, gronda encore le cannibale, tandis que les horribles moulinets de son tomahawk éparpillaient autour de moi les cendres de tabac incandescentes, si bien que je craignais de voir s'enflammer ma chemise. Mais Dieu merci, à cet instant, le patron pénétra dans la chambre, une lampe à la main, et, sautant au bas du lit, je courus à lui. « Aie pas peur, dit-il, Queequeg toucherait pas un seul de tes cheveux. Pourquoi ne m'avoir pas dit que ce satané harponneur était un cannibale? Je croyais que tu le savais. Est-ce que je t'ai pas dit qu'il vendait des têtes au porte-à-porte en ville? Écoute-moi bien, Queequeg. Cet homme dormir avec toi, toi comprendre? Moi comprendre beaucoup, grogna Queequeg, qui s'assit sur le lit en tirant sur sa pipe. Toi, entrez là, ajouta-t-il avec un signe de son tomahawk tout en ouvrant les couvertures, ce qu'il fit non seulement avec civilité, mais d'une manière tout à fait aimable et charitable. Je restai un moment à le regarder. Malgré ses tatouages, c'était somme toute un cannibale propre et avenant. Pourquoi ai-je fait tant d'histoires, pensai-je? Cet homme-là est un humain tout comme moi. Mieux vaut dormir avec un cannibale à jeun qu'avec un chrétien ivre. Bonne nuit, patron, dis-je. Vous pouvez y aller. Je me couchai, et jamais de ma vie je n'ai mieux dormi.